Bonjour et bienvenue à notre webinaire décryptage des nouvelles réglementations autour de l'emballage alimentaire. Aujourd'hui, donc, nous vous proposons d'identifier les 3 éco-organismes agréés, de comprendre les modalités d'affiliation et de vous présenter quelques solutions pour diminuer les quantités d'emballage. C'est en compagnie donc de Karine Moreau et Virginie Gary qui vont mettre leur caméra que cette séance va être animée. Côté pratique, vous pourrez donc poser vos questions dans le chat. À l'issue de cette séance, nous vous transmettrons le PowerPoint et le lien replay pour réécouter les informations qui vous seront données. Au programme de ce jour, on va faire le point donc sur la REP et les rôles et le rôle des éco-organismes, faire le point sur ce qu'est un emballage ménager, la signalétique Infotriman, les 3 éco-organismes, donc les modalités d'adhésion, l'IDU et les tarifs, agir pour diminuer les emballages jetables et un petit focus sur la chambre de métier à vos côtés. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Virginie Gary qui va vous donner toutes ses lumières sur la REP et le rôle des éco-organismes. À toi, Virginie, je te laisse prendre la main sur le PowerPoint. Merci. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par rappeler ce qu'est la REP, la responsabilité élargie du producteur. Donc, la REP, c'est le principe selon lequel le metteur sur le marché d'un produit est tenu de financer et d'organiser la gestion du cycle de vie de ce produit. Alors, en France, on est à 24 filières de responsabilité élargie du producteur, dont la première, la plus importante, a démarré en 1992, la REP emballage ménager. Avec un gisement relativement important, on est à 5,3 millions de tonnes. Donc en fait, cette REP emballage ménager a fusionné en 2021 avec la REP papier graphique. Et en 2020, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, en fait, elle a modifié un peu l'organisation des filières REP. En fait, l'objectif maintenant pour les éco-organismes, ce n'est plus que de traiter en fait les déchets, mais c'est aussi de les prévenir. Et donc cette loi, elle va donner aussi des objectifs quantifiés sur la collecte et sur le réemploi de ces produits. Alors, le principe, en fait, c'est que les entreprises qui mettent sur le marché des emballages vont devoir, en fait, payer une éco-contribution à des éco-organismes. En fait, justement, pour financer et organiser le cycle de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché. Donc là, on voit sur le graphique, pour 1 € de contribution d'une entreprise, en fait, ça va servir à financer le tri, la collecte, le recyclage, en fait, de l'emballage. Donc 1 €, on a à peu près 73 centimes qui sont consacrés, voilà, au tri, à la collecte, au recyclage. Et de manière un peu plus concrète, en fait, pour un producteur qui met un paquet de biscuits emballé sur le marché, donc qui met cet emballage sur le biscuit, en fait, il va devoir verser une éco-contribution à un éco-organisme auquel il aura adhéré, justement, en fait, pour que cet éco-organisme puisse collecter, enfin, puisse, en fait, financer la collectivité qui va collecter le déchet. Excusez-moi, il y avait des personnes qui avaient du mal à se connecter. Oui. Voilà. Donc voilà, en fait, le principe de la filière REP. Alors, qui est concerné? En fait, les entreprises artisanales, elles vont être concernées dès lors qu'elles mettent sur le marché un emballage, qu'elles soient producteurs, importateurs, distributeurs. En fait, dès lors qu'elles mettent à disposition des consommateurs un produit qui va être emballé, elles vont être concernées. Donc, d'ailleurs, qu'elles vendent en boutique ou alors qu'elles vendent via une plateforme à distance, elles vont être concernées.
Voilà, c'est vraiment le premier metteur sur le marché d'emballage qui doit adhérer à l'éco-organisme et qui doit en fait payer une éco-contribution. Ah, Oui, petit petite pause, souci. a priori, il n'y a pas d'affichage depuis le début. On n'avait pas encore eu ce petit souci technique. De mon côté, cela marche bien. Bon, ce que je vais faire, Ah, exceptionnellement, Virginie, je vais reprendre la main. On ok. va voir si ça affiche et je vais repartir de tes slides. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que madame, Févet pourrait se déconnecter et se reconnecter? Impossible d'afficher la présentation. Non, ouais, on vous demande de revenir aussi si vous partez et je reviens. Donc je vais reprendre la main et je vais t'écouter et puis je vais essayer de faire passer les slides. Il y a peut-être un petit souci technique, effectivement. Ça Ok, arrive, hein, on est désolé. On a, ça c'est les joies de l'informatique, hein, et du numérique. On peut juste quand même t'écouter là sur les et je vais voir, je vais ok. suivre moi. Je poursuis, d'accord. Mmh. Donc voilà, je disais en fait, dès lors que vous êtes une entreprise, que vous mettez sur le marché un emballage, vous allez devoir en fait faire une déclaration de ces emballages et adhérer à un éco-organisme et payer une éco-contribution sur ces emballages ménagers, en fait, qui vont se retrouver dans la poubelle des ménages. Hem, voilà la suite. Donc en fait, la REP emballage ménager, qu'est-ce qu'elle comporte en fait? Donc il y a la partie des emballages ménagers, ce qu'on a vu, tout de suite. Tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages, voilà, qui vont se retrouver dans la poubelle des ménages. Et puis pour, les activités liées à la restauration, on va retrouver aussi sur cette REP les emballages mixtes alimentaires, en fait, des emballages qui sont, liés aux activités de restauration, mais des petits, emballages. Voilà, des emballages petit format. Pour les emballages grand format, grand conditionnement, des activités liées à la restauration, ça va être dans une autre REP, d'emballage de restauration. Donc là, pour ça, on est hors REP emballage ménager. Pareil pour les emballages professionnels, qui en fait, sont plutôt conçus pour les entreprises en termes de transport et de stockage. On va retrouver les palettes, des bidons, des fûts. Là, encore une fois, on va pas être dans la REP emballage ménager. Ils vont pas être à déclarer, sur cette REP-là et auprès des éco-organismes, qu'on va vous présenter, tout de suite après. Donc voilà. Alors oui, je finis juste sur la REP, du coup, sur cette REP-là, voilà, stockage, transport, en fait, la filière est encore en cours d'élaboration. 2025, c'est pas encore, tout n'est pas encore, établi. Alors, en fait, on vous informe, en fait, de cette réglementation, parce que les contrôles de l'État, se sont renforcés depuis, 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et voilà, on vous informe que, des amendes sont susceptibles, en fait, d'être données si vous n'êtes pas en conformité avec cette loi. Aujourd'hui, il y a pas de rétroactivité sur les déclarations que vous allez faire. Par contre, on ne peut pas préjuger, de ce qui peut se passer, dans 1 mois, 6 mois, 1 an. On a vu sur d'autres filières, notamment la filière textile, que la rétroactivité pouvait être demandée. Alors, pour poursuivre, en fait, pour que vous compreniez bien, en fait, qu'est-ce que vous allez devoir déclarer? Qu'est-ce qu'un emballage ménager? En fait, un emballage ménager, c'est tout ce qui protège, couvre ou contient un produit et dont le consommateur peut se défaire au moment de son ouverture ou sa consommation et qui donc va finir dans la poubelle, des ménages. Donc, on vous précise que c'est pas le matériau qui fait un emballage, c'est pas le fait que ça soit, réutilisable ou non, vendu ou remis gratuitement, qui fait que c'est un emballage. En fait, c'est vraiment sa fonction de protection, de couverture qui fait que on va devoir le déclarer en tant qu'emballage ménager. On vous a mis quelques exemples, en fait, juste en dessous. Voilà, ça peut être un sac, ça peut être un contenant, qui contient des chocolats, une boîte à gâteaux, voilà, des contenants en verre aussi, pour des confitures. Voilà et puis dans les emballages ménagers vont être concernés également tout ce qui est emballage d'expédition, calage sur emballage, pareil du moment que ça va, dans la poubelle des ménages ensuite. En fait, c'est destiné vraiment aux ménages.
Donc là, si je précise un petit peu, juste si je suis un boulanger, en fait, je vends des chocolats que j'ai fabriqués avec un emballage qui m'est propre, avec ma marque indiquée dessus. Voilà, je dois bien déclarer ces emballages dans le cadre de la REP emballage ménager. Par contre, si je distribue des confitures, par exemple, mais ça, je les fabrique pas, en fait. C'est une autre entreprise qui me fournit en confiture et moi, je distribue ces confitures, je les vends à mes clients. Ben, je dois vérifier, en fait, avec ce fabricant que lui a bien fait la déclaration auprès de l'éco-organisme et qu'il a bien déclaré ses emballages. En cas de contrôle, on peut me le demander. Donc voilà, il faut que je sache si le fournisseur a bien déclaré ou pas. Voilà pour l'emballage ménager. Et une information très importante aussi, c'est qu'en fait, maintenant, sur tous les emballages ménagers, une infoterie doit apparaître sur l'emballage. Donc, l'infoterie, elle est composée d'un logo Triman, en fait, qui va indiquer que le produit en fait, doit être trié. C'est le petit bonhomme noir et blanc, là, avec des flèches. Et à côté, on va avoir le contenu du produit. Donc là, on voit par exemple sac, on voit feuille, on voit barquette. Et juste à côté, vous allez avoir la consigne de tri. Voilà. Est-ce que je dois le mettre dans le bac de tri sélectif? Est-ce que je dois le mettre à la déchetterie? Est-ce que je peux le donner auprès d'une association ou autre? Donc voilà, tout ça, ça doit être indiqué sur l'emballage, sur les emballages que vous distribuez. Si ce n'est pas le cas et que c'est vous qui vous approvisionnez sur l'emballage, il va falloir en fait le créer, cette infoterie. Donc là, quand vous allez sur les éco-organismes que Karine va citer tout de suite après, les 3 éco-organismes pour les emballages ménagers, vous allez pouvoir en fait, si besoin, créer cette infoterie avec la bonne police d'écriture, le bon format, les bonnes couleurs. Voilà, parce qu'il y a quand même des normes, c'est normé pour créer cette signalétique. Très bien. C'est bon Merci pour ça. Virginie. S'il y a des premières questions, n'hésitez pas à en poser. On y répondra soit au fil de l'eau, soit on va les regrouper par thématique. Donc là, le premier point, c'était de vous redonner le cadre, hein. Si déjà identifié si vous aviez des emballages dans votre entreprise, ce que je suppose, hein, par rapport à vos activités, et de voir maintenant avec Karine qui va vous expliquer les modalités d'adhésion, comment ça va se passer, et de vous présenter aussi les 3 éco-organismes qui ont été référencés et agréés dans le cadre de cette REP. Donc à toi, Karine, merci. Merci. Je prends le contrôle. Je vais tester. S'il y a problème, n'hésitez pas à l'indiquer dans la conversation. Donc, il y a eu 3 éco-organismes qui ont été agréés pour cette REP emballage ménager et papier graphique. Donc les 3, c'est Citeo, Adelph et Leco, qui ont été agréés jusqu'au 31 décembre 2029. Donc on est sûr au moins des éco-organismes. Il faudra voir, suivant le nombre d'emballages que vous distribuez, quel éco-organisme est le plus avantageux pour vous. Donc comment ça se passe? Une fois que j'ai choisi, on va voir les modalités des uns et des autres par la suite. Ah, il y a un problème de présentation, donc Claude, je te laisse reprendre le contrôle, s'il te plaît. Merci. Du coup, donc une fois que j'ai choisi mon éco-organisme, donc je vais aller sur la plateforme. Lorsque je vais adhérer et créer mon compte, on va me demander un forfait en fait de participation dès le départ. Ce forfait, il est de 80 € hors taxe chez Adelph et Adelph et Citeo, pardon, et de 75 € hors taxe chez l'Eco. On va voir les petites subtilités entre les éco-organismes par la suite. Donc, une fois que j'adhère, je vais obtenir mes accès, bien sûr, pour accéder à la plateforme, pour pouvoir, par exemple, créer le logo Triman pour mes emballages. Je vais obtenir mon IDU, donc c'est l'identifiant unique qui va être attribué à mon entreprise. C'est ce numéro, cet identifiant qu'on peut vous demander en cas de contrôle sur la REP emballage. Et une fois que j'ai fait ça, une année après, donc là, imaginons, j'adhère le 13 mai 2025.
Entre le 1er janvier 2026 et le 28 février 2026, je vais devoir déclarer le nombre réel d'emballages que j'ai distribués sur l'année 2025 pour pouvoir ajuster mon éco-contribution. Si cette éco-contribution est inférieure à 1 500 €, je vais avoir une régularisation, en fait, par rapport au forfait que j'ai prépayé à mon adhésion. Si, elle est au-delà de 1 500 €, alors à ce moment-là, j'aurai la possibilité de le payer en 4 fois. Donc c'est vraiment des modalités, et des habitudes à apprendre dès le début d'année prochaine, de voir le nombre d'emballages que vous distribuez et de penser à faire cette déclaration dans les 2 premiers mois de l'année. Bien la suite. Merci. Donc une fois que j'ai choisi, un éco-organisme, il fonctionne plus ou moins, pareil. Donc il y a l'éco qui a une petite différence, qui, ne fait plus depuis cette année la déclaration au forfait, hein, depuis 2025, qui va passer directement sur la déclaration simplifiée. Donc en fait, sur les éco-organismes, j'ai 3 modalités en fonction du nombre d'emballages que je distribue pour me déclarer. Le premier donc, c'est le forfait. Si, je reprends la slide d'avant, je vais payer à mon adhésion directement un forfait donc de 80 €. Ça, c'est pour les entreprises qui vont distribuer moins de 10 000 emballages UVC dans l'année. Pour rappel, une UVC, donc c'est une unité de vente consommateur, hein. Pour vous prendre un exemple et bien comprendre, si je prends un bol de salade que je vends, par exemple, dans ma boulangerie ou dans mon snacking, je vais avoir le pot où je mets directement la salade et le couvercle. Ça va compter comme une UVC de vente, qui a 2 matériaux d'emballage, mais je vends un produit dans une UVC. La deuxième déclaration, donc c'est pour, les entreprises qui distribuent entre 10 000 et 500 000 UVC par an, et la déclaration 3, elle est obligatoire au-delà de 500 000 UVC distribués, mais elle peut être accessible aussi si vous distribuez moins de 500 000. C'est une déclaration un peu plus compliquée, on va le voir par la suite, mais suivant votre politique emballage, au sein de votre entreprise, elle peut être intéressante. Donc la première déclaration au forfait, qui est donc de 80 €, Claude, je veux bien, voilà. Qui est donc de 80 € hors taxe, et qui est disponible donc chez Citeo et chez Adelph. Là, si je mets moins de 10 000 UVC distribués, ça va être la déclaration la plus simple, pour moi. Il y a une petite particularité et qui est uniquement disponible, chez Adelph. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. En fait, c'est un tarif qui a été, négocié par les fédérations, donc la fédération de la boulangerie, des charcutiers traiteurs, de la boucherie, de la fromagerie-crèmerie, pour simplifier, en fait, ces déclarations. Donc je le répète bien, c'est uniquement disponible pour les alimentaires, les commerces alimentaires et uniquement chez Adelph. Pour simplifier la déclaration, au lieu de compter en UVC, comme on a vu auparavant dans les grands principes des éco-organismes, il a été négocié de le faire par passage en caisse. Ça, c'est une information que vous avez tous, dans vos entreprises et qui est plus facile à avoir, en tout cas, que le nombre exact d'emballages que vous pouvez distribuer dans l'année. Donc là, si je prends, l'exemple de la boulangerie-pâtisserie, donc le taux est de 0,0079 centimes, que je vais multiplier par le nombre de passages en caisse que j'effectue dans une année. Petite précision importante, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à votre fédération ou à votre syndicat professionnel, hein, pour pouvoir bénéficier de ce tarif-là. Tous les commerces alimentaires peuvent bénéficier de ces tarifs. Donc il y a vraiment les 4 catégories, donc les bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangerie, pâtisserie,
crémiers, fromagers et tous les autres commerces de bouche, où on va retrouver la pâtisserie toute seule, les confiseurs, les glaciers, voilà, qui vont se retrouver du coup dans cette catégorie-là. Voilà, c'est vraiment surtout pour les pâtissiers purs, ils ne peuvent pas bénéficier du tarif boulangerie-pâtisserie, hein, ils sont obligés d'aller sur le tarif autre commerce de bouche. Donc là, c'est vraiment l'exception pour les alimentaires, pour négocier par les fédérations et chez Adelph. Donc on a vu, on a la déclaration au forfait, on a cette exception qui existe, et sinon, on est sur la déclaration 2, donc en tarif simplifié. Là, je vais prendre du coup mon nombre d'emballages que je distribue dans l'année, multiplié par un taux de mon secteur d'activité. Donc on est vraiment, là, tout est décomposé par secteur d'activité et par produit. Donc, le tarif, par exemple, pour une boulangerie-pâtisserie, va être un petit peu inférieur pour les viandes et poissons, notamment, parce que l'emballage n'est pas le même et donc la recyclabilité du produit est plus ou moins complexe par derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des taux qui sont différenciés entre les secteurs d'activité. Donc, il y a des guides en fait tarifaires, hein, qui existent pour chaque éco-organisme qui vous donnent ces tarifs-là. Par exemple, chez Citeo, si on passe à la slide suivante, on va voir que donc pour les biscuits, sucrés, salés, céréales, pâtisseries, pains et assimilés, donc pour les boulangeries-pâtisseries, on a un taux de 0,0120. Mais si, par exemple, je vends de la confiture, que je fabrique ma propre confiture dans la boulangerie, là, je vais avoir un taux différent. Donc, c'est les deux lignes qui précèdent en fonction si vous êtes sur du gros contenant ou sur des contenants individuels. Vous avez le tarif pour les viandes et poissons, pour les glaces, etc., etc. Donc, tout est vraiment détaillé. Et notamment dans la déclaration simplifiée, il y a aussi une catégorie pour tout, le snacking, pardon, et les ventes à emporter en restauration, où là, il y a un tarif spécifique qui est même détaillé en fonction si on fait du burger, du japonais, de l'italien, etc. Mais il y a vraiment un tarif spécifique. Et pour tout ce qui est emballage de la restauration, le tarif exceptionnel des fédérations ne peut pas être appliqué. On est obligé de passer par la déclaration simplifiée si je suis à plus de 10 000 emballages vendus dans l'année. Chez l'éco, donc il y a exactement en fait les mêmes tarifs, hein, au niveau des catégories. L'année dernière, ce n'était pas le cas, mais cette année, ils sont alignés, hein, en fonction des produits. Donc, la seule différence qu'il peut y avoir au niveau tarif, donc ça ne se joue pas à grand-chose, hein, c'est une histoire de 5 €, mais c'est vraiment si je vends peu d'emballage, je peux toujours économiser 5 € en fait sur mon éco-contribution, sachant que c'est un montant plafond. Si je distribue mes emballages, que je le multiplie par mon taux d'activité, mais que je suis inférieure à 75 €, j'aurai quand même l'obligation de payer 75 €. C'est vraiment le montant plancher qui existe chez l'un et chez l'autre. Ensuite, donc là, on a vu les 2 premières déclarations. On arrive à la déclaration numéro 3, donc là, qu'on appelle la déclaration experte, donc qui est éligible aux entreprises qui distribuent plus de 500 000 UVC. Donc là, elle devient obligatoire en expert, ou vous pouvez aussi le faire. L'avantage de cette déclaration, c'est que je vais pouvoir mettre en avant mes efforts sur les emballages. Si j'achète de l'emballage biosourcé et si je fais des campagnes de communication pour éviter les emballages jetables, là, je vais pouvoir en fait bénéficier de bonus par rapport à cette éco-contribution dont je suis redevable.
Alors certes, elle est plus complexe parce que si je reprends mon bol de salade, où j'avais donc une unité de vente avec mon bol qui est généralement en carton et mon couvercle qui est en plastique, là j'avais qu'une UVC. Dans la déclaration experte, là on n'est plus sur le nombre d'UVC, mais des matériaux qui sont utilisés. Donc si je reprends l'exemple de mon bol de salade, je vais avoir mon bol de salade en carton qui va avoir un certain taux d'éco-contribution et je vais avoir mon couvercle en plastique qui va avoir un certain taux d'éco-contribution. Donc ça demande un suivi en fait au niveau de ces emballages beaucoup plus précis pour être au plus ajusté et ajustable possible. Mais donc c'est la seule déclaration où je peux faire bénéficier de bonus ou de malus. Je veux bien la slide suivante. Qui sont par exemple, j'achète mes sacs craft ou mes barquettes dans mon commerce en matière recyclée, en biosourcé. Je mets des emballages réemployables sur le marché, des sacs en tissu, de la consigne, etc. Là, je vais pouvoir bénéficier, notamment sur la composition de l'emballage, entre 8 et 50% de réduction sur mon éco-contribution. Donc, des fois, on se dit que d'acheter des matières recyclées, bah, ça coûte plus cher à l'achat. Mais si c'est pour aujourd'hui bénéficier d'une réduction dans l'éco-contribution, peut-être que ça vaut le coup de se poser la question. Dans l'autre côté, bon, on ne cherche pas évidemment d'avoir des malus sur cette éco-contribution, mais imaginons, je fabrique mes chocolats et j'ai un très bel emballage avec un carton glacé, mon logo qui est en relief, doré, etc. Là, ça peut compter comme malus, en fait, sur cette éco-contribution, parce que pour recycler cet emballage, on va avoir beaucoup de mal. Il y a trop de matière et c'est trop difficile encore aujourd'hui pour le recycler. Donc, normalement, vous n'êtes pas concerné dans l'artisanat parce que vous êtes à moins de 500 000 normalement emballages distribués. Hein, sur le constat qu'on peut faire, mes collègues et moi, quand on se déplace en entreprise, on est généralement sur la catégorie 2 hein, pour le secteur alimentaire, entre 10 000 et 500 000 emballages mis sur le marché. N'hésitez pas à poser des questions, des fois c'est pas si simple de tout comprendre. Pour faire un petit comparatif, et ça c'est des outils que mes collègues et moi en région on peut vous envoyer. C'est de faire un comparatif suivant les différents cas. Donc il est clair aujourd'hui que le tarif ADELF négocié par les fédérations est très avantageux financièrement. Hein, donc, on le voit là, par exemple, j'ai pris une boulangerie qui aurait 300 passages par jour sur 300 jours d'ouverture. On voit qu'avec le nombre de passages en caisse et donc l'exception ADELF, on serait à 711 € d'éco-contribution. Dès qu'on passe en catégorie 2, on passe à 2160 €. Donc, il est aujourd'hui très intéressant financièrement d'aller chez ADELF. Hein. On sait que actuellement, c'est comme ça. Après, dans les années à venir, on ne peut pas le garantir. Hein. On a déjà vu les tarifs qui ont augmenté entre 2024 et 2025. Donc, on pourra voir l'évolution. Mais en tout cas, on vous conseille dès aujourd'hui de faire l'inventaire de vos emballages. Quels sont les emballages que vous distribuez? Comment vous les distribuez? À qui je les distribue? Est-ce que mes clients fidèles, je peux les habituer à emmener des contenants ou voilà, des emballages réutilisables? Donc, il y a vraiment cette politique emballage à mettre en place aujourd'hui dans vos entreprises hein, pour que l'éco-contribution ait un impact moindre, le moins conséquent possible, en tout cas sur vos entreprises. On vous conseille également de demander à vos comptables d'isoler cette ligne d'achat d'emballage. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Vous pouvez évidemment reprendre vos factures pour savoir combien vous en avez distribué ou combien vous en avez commandé dans l'année, en tout cas. Mais parfois, cette notion est noyée dans d'autres informations, d'autres achats de votre bilan comptable.
Donc, on vous conseille dès aujourd'hui de pouvoir isoler cette ligne pour avoir au moins toutes les informations des différentes déclarations possibles pour pouvoir comparer et voir ce qui est le plus avantageux pour votre entreprise. Je jette un coup d'œil sur les questions, mais pas pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Karine, donc n'hésitez pas, hein, soit vous levez la main, il y a le petit onglet normalement dans votre bandeau là-haut, soit et puis je peux vous ouvrir le micro, soit vous posez là, vos questions dans le chat. Donc là, l'idée, c'était bien de vous présenter les 3 éco-organismes et les modalités. Vous voyez qu'en plus, après, il y a encore 3 possibilités de faire des choix, donc on est, à choix multiples. Vous pouvez aussi témoigner, hein, si l'un d'entre vous a fait le choix d'un organisme, ça peut être intéressant d'avoir peut-être votre retour, expérience client, parce que vous êtes client du coup d'un donc là, je vois que Laure Favet veut parler, donc je vais, lui ouvrir le micro. Si je peux l'ouvrir. Voilà, c'est bon. On vous écoute. Ah non, pardon. Normalement, c'est ouvert, mais peut-être que votre micro est pas ouvert. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Là, c'est bon. Là, ouais, c'est peut-être autoriser le micro. J'ai autorisé, c'est peut-être chez vous qu'il y a pas le micro. Je crois qu'avec, ouais, avec madame Févet, on n'a pas de chance aujourd'hui. Parce que je Alors, pense, ouais, je vais essayer. Oui, non, je vais Laura, si vraiment tu as des difficultés, donc on se ouais. connaît, on s'est Oui? déjà vu, on pourra également faire le point Mmh. Parce que directement là, ensemble si du coup l'informatique ça marche pas fait ses aujourd'hui. caprices aujourd'hui. Oui, parce que là, j'ai autorisé, mais c'est chez vous que le micro est fermé. Je passe la parole à Aurore, si ça marche, hein, n'hésitez pas, madame Févet. Autoriser le micro, donc là, normalement, c'est pareil. Aurore? Oui, c'est bon ou Oui, pas? là, c'est bon, oui, on t'entend. OK, donc là, donc moi je suis hors Tesson, j'accompagne On donc t'entend un 3 petit peu loin, Aurore. ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, Alors ouais, je prends la parole parce que j'ai accompagné une entreprise, la semaine dernière qui a justement fait le choix de Adelph et 2 entreprises donc qui ont fait le choix d'Adelph. Une, ayant lorsqu'elles ont fait, l'inscription au sein de cet éco-organisme, il y en a une qui a coché, début du contrat 2024 et l'autre qui a coché début du contrat 2025. Donc il y a eu un impact effectivement sur l'éco-contribution. Une a payé seulement les 80 € de forfait annuel et l'autre, celle qui a coché 2024, a payé aussi toute sa déclaration de l'année précédente. Donc juste à l'avoir en tête, effectivement, ce petit coche peut changer effectivement l'impact sur l'éco-contribution. merci pour Merci ce beaucoup. témoignage concret, ouais, comme quoi on découvre aussi en même temps que vous, hein, on apprend entre guillemets en marchant. Parce qu'entre collègues, la Karine l'a dit et Virginie l'a dit aussi, chaque cas peut être différent et en plus, il y a 3 éco-organismes. Je vais laisser la parole à madame Merceron. Je vais ouvrir le micro, on va voir. Il faut qu'elle ouvre aussi, il faut que vous ouvriez votre micro aussi vers vous. Votre son doit être coupé, je pense, chez vous aussi. Est-ce que vous Voilà. m'entendez mieux là? Oui, très bien, c'est parfait. Bonjour à tout le monde, merci pour déjà cette présentation. Je voulais prendre le cas d'une restauration en fait, un restaurant classique, traditionnel, pas snacking et autres, donc qui ne produit rien, mais qui fait que transformer des produits déjà achetés. Finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, il n'est pas concerné par la REP emballage ménager. Effectivement, s'il ne fait pas de vente à emporter, tout ce qu'il produit est consommé sur place, donc il n'est pas soumis à la REP emballage ménager. Par contre, sur tous ses achats, il doit être concerné donc par la REP restauration que Virginie a mentionné en tout début de ce webinaire. Et Mmh. là, c'est plus donc ses fournisseurs, donc que ça soit les grands groupes Pomona, 10 Group ou autres, qui appliquent cette éco-contribution Mmh. aux Mmh. restaurateurs. Mais restauration traditionnelle, du coup, s'il ne fait pas de vente à emporter, il n'est pas soumis à cette REP emballage ménager.
Ok, le restaurant, la seule chose, c'est qu'en fin de repas, les clients peuvent dire je repars en fait avec ce qui reste parce que j'ai Mm. pas fini. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'il peut leur proposer un emballage et leur redonner en fait. Et là, il n'est pas soumis non plus? Bah, ça concerne très très peu d'emballages. En soi, Ouais. réglementairement, il serait soumis, donc Mm. il donne un emballage qui va finir dans les poubelles d'un ménage. Après, on est vraiment sur du très 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 peu. Donc, s'il veut se mettre en règle pour le peu qu'il donne, effectivement, il peut être soumis et dans ce cas-là, il sera sur la déclaration au forfait, hein, qui va être le plus intéressant pour lui, Mhm. parce que donc il sera à moins de 10 000 emballages distribués dans l'année. Ok, Ça doit être merci la même beaucoup. question, là, justement, pour le gourmet bag. Je pense que c'est la même chose pour les restaurants. Qu'en est-il du gourmet bag? C'est ce qu'on appelle aussi le doggy bag, je suppose, qui a peut-être un autre nom. Mais je pense que c'est ce que Madame Arnaud aussi voulait soulever. Alors, la question du coup de Madame Févet, c'était la seule possibilité de valoriser le fait qu'on propose des contenants réutilisables et consignés, c'est avec la déclaration expert. Un passage en caisse n'est pas toujours synonyme d'emballage. Idem pour un événement public, je délivre les gâteaux sur serviette et non en sachet. Alors oui, malheureusement pour la prise en considération de distribuer le moins d'emballage ou d'avoir une politique d'apport de contenants, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut le valoriser. Et malheureusement, c'est seulement sur la déclaration experte. Par contre, tout va se jouer sur le nombre d'emballages qu'on distribue. Clairement, aujourd'hui, là, on va être plus sur un aspect financier que sur un aspect éthique et éco-responsable de délivrance de l'emballage. Mais peut-être que ces lignes-là pourront bouger l'année prochaine. Pour le moment, en tout cas, cette année, c'est seulement possible sur la déclaration experte. Oui, bah, ça va être un peu, je pense qu'on rejoint là si on dit, si l'on propose des emballages compostables, c'est plutôt la 3 en fait. C'est la 3. Après, financièrement, il faut regarder. Faut vraiment, là, du coup, si vous avez des emballages compostables, il faut vraiment comparer les 3 éco-organismes pour voir lequel, actuellement, le tarif est le plus intéressant pour vous. Oui, tu as raison de souligner, on est peut-être précautionneuse, mais actuellement, parce que les choses évoluent vraiment rapidement, enfin, du moins, au moins pour l'année prochaine, hein, là, sur cette année, c'est stable, mais on voit que les éco-organismes aussi essayent d'ajuster. Notamment, on voit bien pour les grands groupes, il y a peut-être un modèle qui peut fonctionner, mais pour les petites entreprises, on voit aussi la complexité. Nous, on en a conscience, hein, sur le terrain et c'est vrai que peut-être que, on va tendre vers des améliorations, du système. Donc oui, il y a une obligation d'adhérer malgré cela. C'est pas la nature, hein, je reprends ce que disait Virginie, ce n'est pas la nature du matériau, hein, enfin de l'origine, mais c'est vraiment, le fait d'avoir un emballage. Je propose qu'on reprenne, on reprendra les questions, juste après s'il y en a d'autres, on est là pour ça. Hem, je vais te laisser, alors attention, bon, on peut quand même répondre là. J'ai loupé le début, l'emballage pour la revente de qu'en est-il de l'emballage pour la revente de produits ou le sachet qui va accueillir les différents emballages vendus? Sachet avec bidon de shampoing, par exemple. C'est peut-être le point que vous aviez souligné tout à l'heure là, Virginie et Karine. Virginie ou Karine d'ailleurs peut répondre, hein. Ouais. C'est le sac, c'est bien ça, le sac en fait Non, je pense que ça fait par exemple accueillir, ça fait référence un là à sac en tissu, quelque chose comme ça qui est vendu, alors il y a même 2 questions en une. C'est qu'en est-il de l'emballage pour la revente de produits? Je pense là, tu faisais référence à tes confitures tout à l'heure là, qui étaient achetées avec un autre fournisseur oui, alors si on ou, achète le voilà. produit qui est déjà, auprès d'un fournisseur où, il y a déjà un contenant, en fait, c'est ce fournisseur qui va avoir déclaré, cet emballage. Là, on parle bien dans la REP emballage ménager, c'est vraiment si, j'achète un emballage de mon côté
et que je la pose sur un produit que je vends. Mais si j'achète mon produit qui est déjà conditionné comme ça, c'est l'industriel en fait le fournisseur qui a normalement fait la démarche de déclarer cet emballage. Et si on voulait se protéger, il faudrait qu'on lui demande son IDU, en fait, le C'est ça. fameux numéro d'identifiant unique que l'on a Exactement. quand on est déclaré, voilà, en cas de contrôle. Voilà. Par contre, je vends un sac en tissu qui va être réutilisable. Là, on n'est pas dans la partie emballage, ça ne va pas être concerné dans la REP emballage ménager. Je ne vais pas avoir besoin de le déclarer, ça. Voilà. C'est comme si je vendais un produit à part. D'ailleurs, on vous invite sur les sacs en tissu réutilisables à les vendre plutôt que de les donner. Parce qu'on s'aperçoit en fait que dans les retours clientèle, déjà le client le rend en général beaucoup moins s'il ne l'a pas acheté au départ. Et puis voilà, là, si vous le donnez en même temps, ça peut rentrer dans la REP emballage ménager. Mais l'idée, c'est que ça ne se retrouve pas dans la poubelle des ménages. C'est vraiment ça l'idée, hein. C'est ce que l'emballage que vous donnez va se retrouver dans la poubelle des ménages. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et si je reprends ce que dit Madame Arnaud, effectivement, et pour compléter ce que dit Virginie, enfin, ou pour appuyer également ce que dit Virginie, c'est que si Madame Arnaud fournit un sac qu'elle a acheté pour mettre son bidon de shampoing et autres, là, par contre, elle est soumise à la REP emballage parce qu'elle Alors fournit un après, emballage. j'imagine que c'est ça, que c'est sûrement les fournisseurs qui lui ont, je sais pas, qui lui donnent. En fait, c'est ça, il faudra avoir un tout petit peu plus de détails. Est-ce que c'est fourni par le fournisseur en même temps que, c'est souvent le cas d'ailleurs, des coiffeuses. Enfin voilà, c'est des sacs qui sont déjà fournis par les fournisseurs. Je pense qu'eux auront réglé normalement cette partie-là. Enfin, Alors, je parle là d'un cas où elle a acheté ses sacs et puis à côté. avec son effigie, le nom de l'entreprise, Oui. enfin, tout ce qui va bien pour faire sa communication. Donc là, oui, on est bien dans la distinction. Mais si ce sont des sacs fournis par les fournisseurs avec le produit, on estime que c'est le fournisseur qui a déjà payé l'éco-contribution. Voilà, c'est bien de lui demander, en fait, comme tu disais, Claude, son IDU, pour vérifier que cette obligation-là, elle est bien remplie. Très bien. Espérons que l'on vous a éclairci sur ces petits points d'ajustement. On va compléter, Virginie, avec les papiers graphiques. Peut-être rappeler, on l'a évoqué en début de séance. Oui, on a vu en fait qu'en 2021, la filière emballage ménager a fusionné avec la filière papier graphique. Alors, qui est concerné? Quel papier? Du coup, là, sont concernés en fait les papiers qui sont mis sur le marché, qui ont un grammage inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré. Donc voilà, c'est le grammage qui va faire que le papier rentre dans la REP papier graphique ou pas. Donc les éco-organismes, c'est les mêmes en fait que pour la REP emballage ménager. Mais si vous avez en fait moins de 5 tonnes, si vous mettez moins de 5 tonnes de papier sur le marché, vous n'êtes pas en fait soumis à l'éco-contribution. Par contre, vous devez quand même adhérer auprès des éco-organismes qu'on a cités, Citeo, Adelph, l'Éco. Donc voilà, ça sera 2 déclarations différentes, même si c'est sur le même éco-organisme et le même espace, il y aura 2 déclarations à faire, une pour les emballages ménagers, une pour les papiers graphiques. Alors, papier graphique, là, on vous a mis quelques exemples, mais ça peut être brochures, magazines, flyers, voilà, même des courriers, des documents de gestion. Enfin, ça va assez loin. Dès lors que c'est du papier sur lequel vous avez écrit des choses, en fait, ça va être concerné. Si c'est du papier vierge, vous n'êtes pas concerné puisqu'en fait, le fabricant, le metteur sur le marché du papier, en fait, aura déjà fait le nécessaire. Et bien sûr, en fait, on a vu tout à l'heure que le Triman était obligatoire, enfin l'infotri. Et bien là, ça va être aussi obligatoire sur vos supports de communication. Enfin voilà, sur tout ce qui est papier graphique, vous devez obligatoirement apposer ce Triman pour indiquer en fait que il faut trier ce support et où est-ce que vous pouvez, le ménage peut le déposer. Merci Voilà, pour sur la partie papier graphique. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Merci, j'allais dire merci pour ce petit rappel. C'est vrai que souvent on est amené à faire des petits prospectus en cours d'année, donc c'était au moins de vous rappeler qu'il y a une obligation d'adhérer et surtout de mettre
le logo Triman, même si globalement, aujourd'hui, tout le monde sait où va le papier, mais c'est important de le rappeler. L'idée, c'était aussi de vous faire part de quelques bonnes pratiques et bons usages, parce que l'idée, c'est quand même de diminuer les emballages jetables, diminuer les emballages au sens large. Donc, Karine va proposer là quelques solutions ou idées. Vous en avez peut-être des bonnes vous aussi, mais c'est vrai que à plusieurs, on arrive à trouver des bonnes solutions qui pourront vous correspondre. Alors, vous pouvez mettre en place des actions de communication directement dans vos entreprises. Par exemple, une carte zéro déchet, donc une petite carte de fidélité, alors qui peut être papier ou numérique, à vous de voir si vous en avez déjà en place ou pas. Par exemple, voilà, à chaque fois qu'un client vous apporte un contenant, il gagne un petit tampon et au bout de 10, 15 tampons, à vous de voir, il peut bénéficier d'un croissant, d'une salade composée ou d'une réduction sur son ticket de caisse. Ça peut être des opérations qui peuvent être faites sur des périodes et non sur toute l'année, mais au moins déclencher les habitudes d'apport de contenants plutôt que d'avoir systématiquement de l'emballage que vous payez et que donc vous allez payer une éco-contribution dessus. Peut y avoir également des affichages. Donc, sur la région, on peut vous distribuer des autocollants ou des vitrophanies pour favoriser l'apport de contenants. Rien que de dire que vous acceptez les contenants, ça peut donner des idées aux clients. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez également une affiche avec un petit QR code en bas. C'est simplement pour rappeler, parce qu'on sait que des fois, l'hygiène sur les contenants n'est pas forcément appropriée. Ce petit QR code renvoie vers la loi de juillet 2016 qui vous protège en tant que professionnel sur la vente, justement, par rapport aux contenants. Donc, cette loi dit: tout consommateur qui amène son propre contenant en est responsable au niveau de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Donc, évidemment, un contenant très sale, vous n'allez pas le servir. Après, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et en tout cas, sur tout ce qu'on ne voit pas, cette petite loi vous protège et ça vous donne déjà matière à discuter avec vos clients pour favoriser l'apport de contenants. Il y a aussi des organismes qui se mettent en place, des entreprises, des associations, pour favoriser les consignes. On en entend beaucoup parler, le retour de la consigne. Claude, je veux bien que tu mettes les Oui, pardon. 2 exemples de la région. Voilà. Donc, sur la région Pays de la Loire, on a les systèmes Boléro ou le système des boîtes nomades qui permettent justement de mettre en place ces contenants consignés. Donc, ils ont le même fonctionnement, ils ont diverses fonctionnalités aussi, diverses tailles, des boîtes à pizza, des boîtes à salade, etc., pour s'adapter au mieux aux produits. L'avantage de passer par ces entreprises ou ces associations, c'est de pouvoir tester l'opération. Si vous-même vous mettez en place de la consigne, vous allez forcément acheter beaucoup de contenants qui va demander un stockage, qui va aussi demander une avance de trésorerie. Avec ces systèmes-là, vous pouvez essayer par 20 boîtes, voir comment déjà vos clients abordent le sujet, comment ils s'approprient la démarche. Et ça vous permet de tester ces apports de contenants. Et l'avantage pour le client, c'est qu'il va pouvoir, imaginons, il y a le boulanger, le burger à côté, le fromager et le boucher un peu plus loin qui vont être adhérents à ça. Donc moi, en tant que consommateur, je peux prendre un contenant chez mon boulanger et le rapporter chez mon boucher. Du moment que les entreprises sont donc adhérentes à ces entreprises et qui font tourner du coup les consignes et le stock entre commerces. Donc, c'est des exemples de la région, il en existe aussi d'autres. On a préféré mettre en avant les Pays de la Loire sur ce webinaire aujourd'hui. Très bien, merci pour ces bonnes idées complémentaires. Je vais, s'il y a des questions, n'hésitez pas, au risque de me répéter. Là, l'idée, c'était de vous dire aussi qu'on peut vous accompagner pour ces choix, ces mises en place. Là, vous avez vu qu'il y avait un exemple de simulation.
Donc, c'est aussi de voir avec vous en entreprise comment ça se passe, hein, soit par le biais d'un point sur vos bonnes pratiques environnementales, et là, on fera un focus aussi spécifique sur les emballages, soit vous décidez d'aller plus loin dans le cadre de vos démarches environnementales et vous voulez travailler. On a une démarche qui s'appelle Éco-défi, hein, qui permet tous les ans de relever des défis autour de son entreprise éco-responsable. Donc, 2 niveaux de prestations différents et complémentaires, hein. On peut commencer par une première approche et après aller plus loin. Donc, on est à votre disposition et vous voyez qu'au niveau régional, nous avons du monde. On est sur tous les départements. Vous avez toutes nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous appeler. S'il y en a un qui n'est pas disponible, vous pouvez aussi appeler un autre, hein. On répondra et on vous redonnera après votre contact local. Mais si c'est un premier niveau de questions, n'hésitez pas, on est à votre écoute. S'il n'y a pas de questions complémentaires, on va pouvoir vous libérer. Je laisse Karine et Virginie donner les mots de la fin ou les bons conseils justement autour des emballages. N'importe, il y en a une qui va commencer, l'autre prendra le relais et comme ça, on aura les bons mots de la fin et les bonnes consignes pour la suite. Alors, les consignes, j'ai pas fait exprès parce que ça me fait penser justement aux emballages réutilisables, mais c'est un jeu de mots qui ne vaut que pour moi. Moi, le premier conseil que je vous donne, donc, c'est de bien observer aujourd'hui les emballages que vous distribuez pour choisir le meilleur éco-organisme et que cette nouvelle réglementation ait un impact financièrement le moins impactante sur votre activité. Et on est bien sûr à disposition pour répondre à toutes vos questions. Tu as déjà dit pas mal de choses, Karine. Moi, je compléterais juste en disant, enfin, d'ailleurs, ce que tu avais dit, c'est de penser en fait à détailler en fait ces lignes emballage dans le bilan comptable, dans le compte de résultat, en fait, pour voir exactement en fait qu'est-ce que ça représente comme achat et déjà identifier tous les emballages que vous donnez pour pouvoir trouver des axes d'amélioration aussi, puis réduire ces emballages. Merci à tous. à vous deux et à très bientôt pour peut-être un prochain webinaire à suivre sur notre site internet. Bon après-midi. C'est la télé.